Bonjour à toutes et à tous et bienvenue à une nouvelle session d'Elenio Academy. Je suis Davide Goruppi, le directeur du marketing chez Elenio. Pour ceux qui nous suivent pour la première fois, Elenio Academy est un espace d'approfondissement et de formation autour du secteur de l'énergie et de son marché. Notre objectif est donc de partager de la connaissance et nos expériences sur des sujets qui sont souvent perçus comme complexes, trouvant un bon compromis entre clarté et technicité. Elenio Academy un format désormais rodé, un webinaire d'une demi-heure par mois, libre d'accès. Vous l'aurez remarqué, dans le choix des sujets, nous privilégions des thèmes pouvant intéresser à la fois des entreprises consommatrices d'énergie ou des fournisseurs ou producteurs. Nous sommes ravis d'ailleurs de compter parmi les personnes qui nous suivent des représentants des deux catégories. Alors avant de commencer, deux invitations. Tout d'abord, n'hésitez pas à poser des questions tout au long du webinaire au travers de l'onglet en bas à droite de votre écran. Ensuite, nous vous invitons également à nous faire parvenir vos propositions, vos suggestions quant au sujet que vous aimeriez que l'on traite au cours des prochaines sessions d'Elenio Academy. Toutes vos remarques, vos conseils, vos recommandations sont très très précieuses pour nous. Pour la session d'aujourd'hui, nous allons nous intéresser à un thème très actuel, surtout au vu des évolutions géopolitiques des dernières semaines et des tensions internationales qui subissent en ce moment une accélération inédite. L'intitulé de la session est ambitieux, on le reconnaît. Où va l'Europe de l'énergie? C'est une question ouverte qui en amènera d'autres. Pourquoi avoir décidé de traiter ce sujet? Avant tout parce que l'énergie est un facteur clé de la compétitivité des entreprises. Vous êtes très bien placé pour le savoir. Et en Europe, son prix est un frein au développement face à une concurrence mondiale, surtout chinoise et américaine, qui accèdent à des prix bien plus bas. En deuxième lieu, car l'Europe travaille en ce moment même à la mise en place d'une nouvelle stratégie énergétique pour essayer justement de rendre ces entreprises plus compétitives sur les marchés mondiaux. Dans ce cadre, l'Europe confirme sa décision de faire de la décarbonation la pierre angulaire de la stratégie, affirmant donc ce rôle d'exemplarité dans la lutte contre le réchauffement climatique. Il nous semble donc important de faire un point sur ces sujets en commençant par dessiner le contexte international dans lequel évolue l'Europe et ensuite on passera aux solutions mises en avant pour contrer justement ces problématiques par les instances européennes. Commençons alors par mettre en perspective le positionnement international du vieux continent par rapport aux deux centres économiques avec lesquels il doit se confronter, donc la Chine et les États-Unis. L'Europe se trouve bien, et non seulement d'un point de vue géographique, au milieu entre le premier producteur d'énergie au monde, les États-Unis, et le premier consommateur d'énergie au monde, la Chine. Nous représentons un marché de 450 millions d'habitants, malheureusement dépourvu de pétrole et de gaz. Pour notre approvisionnement en énergie primaire fossile, donc, nous nous reposons essentiellement sur les importations. Si l'on s'en tient au gaz, notre premier fournisseur sont désormais les États-Unis, dont provient 50% de l'LNG que nous importons. Premier producteur de pétrole et de gaz au monde, les États-Unis, quant à eux, génèrent encore 60% de leur électricité à partir de gaz naturel. La part des renouvelables dans leur mix électrique est certes en progression, mais ne représentait au premier semestre 2024 que 25% au total. De l'autre côté, on a la Chine, marché de plus de 1,4 milliard d'habitants, premier consommateur au monde d'énergie, que l'on parle de pétrole ou de gaz. La Chine a une approche très pragmatique à la gestion de l'énergie. La part des énergies renouvelables dans le mix représente 35%, 10 points de plus par rapport aux États-Unis.
Et il est vrai ensuite que 60% de l'électricité est encore produite par des centrales à charbon, ce qui pèse lourdement sur le bilan carbone du pays. Évidemment, on sait bien que la Chine est de loin le premier pays émetteur de CO2 au monde, avec un tiers à peu près des émissions globales. Du point de vue donc de la génération d'électricité à partir de sources renouvelables, c'est donc bien l'Europe qui est le sujet le plus vertueux des trois, avec une part de sources fossiles dans le mix en recul constant et désormais aux alentours de 35%. Ceci dit, on se doit quand même d'observer que pour l'instant, cela n'a pas permis aux entreprises européennes d'accéder à un prix de l'énergie plus compétitif ou au moins comparable à celui dont bénéficient par exemple les entreprises américaines. Le graphique que nous avons dans le slide 4 illustre clairement le premier écart à combler. Nous y comparons ici les index de référence pour le gaz naturel aux États-Unis, en Europe et en Asie. Donc en bleu clair, nous visualisons donc le cours du Henry Hub, qui est l'index de référence pour le marché à terme de gaz naturel aux États-Unis. Au-dessus, et malheureusement bien au-dessus, on a en orange et en vert le TTF, donc l'index des Pays-Bas, est désormais pris à référence à l'échelle européenne, dépasse sa grande liquidité, et le JKM, donc acronyme pour Japanese Korean Market, l'index de référence du marché spot LNG en Asie. Il est toujours frappant de mesurer l'écart entre le prix d'une molécule de gaz naturel vendue sur le territoire américain ou en Europe et en Asie. Quand l'on sait donc qu'une entreprise européenne paye son gaz systématiquement 2,5 à 3 fois plus cher qu'un confrère ou un concurrent américain, il est sûr qu'une nouvelle stratégie énergétique européenne se doit d'essayer de fournir une réponse à ce problème. Le graphique illustre un deuxième aspect qui est très important, la forte corrélation existante entre le TTF et le JKM. Et cela représente de manière claire la compétition entre ces deux grands importateurs, donc l'Europe et l'Asie, pour attirer des volumes de LNG. Essayons donc de lister les éléments qui sont à la base du coût élevé de l'énergie en Europe, qui pénalisent de manière structurelle nos entreprises. Nous allons nous servir de l'analyse inclue dans le rapport pour la compétitivité des entreprises qui a été présenté par Mario Draghi en septembre dernier. Alors, Draghi, il identifie comme premier point, comme premier frein structurel, la dépendance, justement, on en parlait, la dépendance européenne aux importations de gaz. Cela a un impact d'autant plus important que la part de GNL dans l'approvisionnement européen a doublé entre 2020 et 2023, alors que la part des contrats long terme a baissé. En d'autres termes, nous sommes de plus en plus exposés aux fluctuations du marché pour nos achats de gaz naturel liquéfié, beaucoup plus que dans le passé, où les contrats long terme russes assuraient quand même une stabilité en termes de volume livré et de prix. Côté électricité, nous connaissons bien désormais le mécanisme de formation de prix sur les marchés européens. Il repose sur le principe du merit order et il reflète par conséquent le coût marginal des centrales à gaz. Nous y avons par ailleurs consacré une session de l'Union Academy. Voilà, ceci est un petit placement publicitaire. N'hésitez pas à aller voir le replay sur notre site. Donc, à titre d'exemple, sur la période analysée par le rapport, le gaz a été marginal sur plus de 60% des heures, alors qu'il n'a généré que 20% de l'électricité totale. Une solution qui pourrait permettre de soustraire les consommateurs à ce mécanisme pourrait être la signature de contrats long terme, de type PPA. Or, nous constatons que ces outils peinent à se développer, et non seulement parce que le niveau actuel des prix apparaît un peu trop bas pour inciter des entreprises à s'engager sur des périodes aussi longues, car on parle toujours de contractualisation de 15 à 20 ans. Les montages contractuels restent complexes
Et les producteurs requièrent dans la plupart des cas des garanties et des ratings financiers qui sont tout simplement inaccessibles pour beaucoup de petites ou moyens acteurs. Enfin, le coût du carbone. Le coût du carbone a un impact certainement significatif sur le prix de l'énergie en Europe. Selon les simulations effectuées par le groupe de travail qui a rédigé le rapport, le prix du carbone en Europe est 2 à 2,5 fois plus élevé qu'en Californie ou en Chine. Une différence certes notable, mais que l'Union européenne essaye de niveler. Alors aujourd'hui avec les quotas gratuits, demain avec l'introduction du CBAM, donc ce Carbon Border Adjustment Mechanism, qui est censé d'un côté limiter l'effet des fuites de carbone et de l'autre de répondre justement aux défis de compétitivité qui se posent pour les entreprises. Avant d'introduire les lignes guides de la nouvelle stratégie européenne, analysons rapidement quelle direction prennent nos concurrents, les concurrents de l'Europe. Commençons par les États-Unis. Dès son entrée à la Maison-Blanche, Donald Trump a balayé du main, on le sait, les mesures mises en place par l'administration précédente en matière d'énergie et en matière de réduction des gaz, des émissions de gaz à effet de serre. Mesure phare, le retrait de l'accord de Paris, comme déjà fait en 2017 lors de son premier mandat, ainsi que l'abandon des cibles de décarbonation définies par l'administration Biden en 2024. La nouvelle administration américaine vise donc à répondre à la demande électrique croissante avec la mise en service de nouvelles capacités à gaz. Dans cette perspective, Donald Trump est même arrivé à déclarer un véritable état d'urgence énergétique nationale, ce qui attribue à l'administration les pouvoirs nécessaires pour accélérer le parcours d'approbation de nouveaux projets. Dans le même sens s'inscrit la levée des restrictions sur l'exploitation des réserves de gaz, de pétrole et de minerais en Alaska, qui n'était plus accessible depuis la décision de l'administration Biden, justement, de préserver cet écosystème. En parallèle, l'administration américaine a décidé de suspendre les concessions pour de nouveaux projets éoliens et de retirer également les aides allouées par le Inflation Reduction Act aux nouveaux projets renouvelables. Donc, en clair, selon la nouvelle administration, toute source de génération électrique n'étant pas en mesure d'assurer un baseload qui soit pilotable, semble donc à proscrire. Enfin, citons en dernier point la politique commerciale agressive qui a été mise en place à l'encontre des principaux partenaires commerciaux des États-Unis, à savoir le Mexique, le Canada, la Chine et l'Europe, se traduisant par l'introduction de droits de douane à hauteur de 15 ou 25% en fonction des produits. Donc, le contexte, nous le savons, est extrêmement volatile, il change tous les jours et au vu de la dépendance énergétique européenne vis-à-vis des États-Unis, il nous semble désormais légitime de se poser une question. C'est une question, encore une fois, ouverte. L'Europe peut-elle encore considérer les États-Unis comme un fournisseur de gaz naturel fiable? À notre sens, il s'agit là d'une question essentielle qu'on a le droit de se poser. Et c'est un peu la même question que l'Europe avait essayé d'éviter de se poser au sujet d'un autre partenaire gazier de longue date, la Russie, avant de se rendre compte que, évidemment, ce n'était pas le cas. En effet, avant l'été 2021, la Russie était de loin le premier fournisseur gazier européen. Et d'ailleurs, elle était destinée à confirmer ce positionnement avec la mise en service du Nord Stream 2, donc ce deuxième gazoduc reliant la Russie à l'Allemagne, en passant par la mer Baltique, qui aurait ajouté encore 55 BCM additionnels de gaz naturel, donc que l'Europe aurait importé depuis la Russie. Dans le slide, ici, on peut observer la réduction rapide, presque brutale, des volumes de gaz importés depuis la Russie en Europe et le remplacement de ces flux par d'autres approvisionneurs, essentiellement de l'LNG et en grande partie venant des États-Unis. Une dépendance donc qui en suit une autre et qui expose l'Europe, comme on l'a vu tout à l'heure, à la compétition internationale avec l'Asie.
Au cours des dernières semaines, nous avons assisté à un rapprochement entre les administrations russes et américaines à la recherche d'un accord de paix sur l'Ukraine. Et par ailleurs, un cessez-le-feu est en discussion en ce moment même. Nous nous permettons donc une autre question, encore une fois ouverte, c'est un peu une provocation. Est-il vraisemblable d'imaginer une réhabilitation de la Russie au sein de la communauté européenne en tant que fournisseur de gaz de l'Union, à court ou à moyen terme? Passons enfin à la Chine, pays certainement moins erratique dans ses choix de politique énergétique. En 2024, le pays a mis en service 450 gigawatts de nouvelles capacités de production, dont 350 photovoltaïques éoliens et 95 de centrales à charbon. Il s'agit de chiffres absolument énormes. Imaginez qu'en un an, la Chine a mis en service plus de capacités photovoltaïques que les États-Unis dans toute leur histoire. Cela représente le taux de croissance le plus élevé des 10 dernières années. Par ailleurs, le développement d'autant de capacités renouvelables et en parallèle d'autant de capacités à charbon pourrait paraître un peu contradictoire. Mais encore une fois, cela illustre, à notre avis, l'approche très pragmatique que la Chine a au sujet de la gestion de son énergie. La Chine se confronte aujourd'hui à un ralentissement de sa croissance dans le cadre d'un processus que certains commencent à définir de japonification, donc une croissance plus lente, une démographie en berne et quelques premiers signaux de déflation. L'objectif affiché en tout cas par le Parti communiste chinois reste d'une croissance de 5% pour l'année 2025. Il est indéniable que ce ralentissement de la croissance chinoise pourra probablement permettre à la Chine d'atteindre ce pic carbone qui était prévu pour 2030 plus tôt. C'était Xi Jinping qui avait déclaré devant l'Assemblée des Nations Unies en 2020 justement que le pic surviendrait en 2030. Probablement, il arrivera plus tôt que prévu. Et passons donc à l'Europe. Fin septembre 2024, on l'a déjà dit, Mario Draghi, l'ancien président de la Banque centrale européenne et ancien président du Conseil italien, a présenté un rapport commandité par la Commission européenne, dont l'objectif était de tracer un état de la situation de la compétitivité européenne et proposer des solutions, évidemment, pour l'améliorer. Il n'est pas très surprenant de découvrir que l'énergie et son coût se retrouvent à la première place des éléments mis en avant par le rapport. Le pilier sur lequel, selon Mario Draghi, l'Europe doit insister pour retrouver un prix de l'énergie abordable est la décarbonation. En premier lieu, car cela pourrait permettre de réduire notre exposition aux importations de gaz et aux fluctuations de marché. Et en second lieu, pour accroître progressivement le nombre d'heures sur lesquelles ce sont les ENR à être marginales. En résumé, le rapport Draghi propose, en premier lieu, de mieux exploiter la capacité de négociation collective de l'Union européenne pour les achats de GNL, visant donc la signature de contrats à long terme pour réduire progressivement notre exposition au spot. En deuxième lieu, le rapport Draghi propose de découpler la rémunération des renouvelables du coût marginal des centrales à gaz via le développement de contrats à long terme type PPA. Et dans ce cadre, une série de mesures évidemment se rendraient nécessaires, comme l'accélération du permitting pour faciliter et incentiver la construction de nouvelles capacités, l'amélioration des interconnexions entre les pays européens et le développement du stockage et de la flexibilité, sans lesquels il semble compliqué effectivement de parvenir à l'objectif de couvrir le profil de consommation européen sans recourir à des capacités pilotables, donc gaz ou autres. Enfin, il propose de baisser les taxes sur l'énergie.
et de favoriser donc une simplification à l'échelle européenne, administrative et fiscale, pour promouvoir l'intégration des marchés nationaux et créer une véritable, une seule et unique Europe de l'énergie. Le rapport Draghi a été repris par la Commission européenne dans le cadre de la boussole européenne pour la compétitivité, une sorte de manifeste annoncé fin janvier 2025, destiné à clarifier les priorités européennes en matière d'énergie et de retour à la compétitivité. En première position, encore une fois, la décarbonation, non seulement comme arme principale dans le combat contre le réchauffement global, mais comme un véritable levier de compétitivité. La Commission reconnaît ensuite la nécessité d'aller plus vite sur le secteur de l'innovation, en particulier sur le sujet de l'intelligence artificielle, sur lequel l'Europe accuse un retard très important par rapport aux États-Unis et à la Chine. À titre d'exemple, sur 10 modèles de langage, sur les 10 modèles de langage les plus prometteurs, les plus avancés, 8 sont américains, 2 sont chinois, aucun n'est européen. Enfin, troisième point cardinal de la boussole, la sécurité. Sécurité entendue ici comme réduction de la dépendance européenne aux importations d'énergie, ainsi que aux composants essentiels pour le développement des énergies renouvelables, tels que les panneaux photovoltaïques, les batteries, les semi-conducteurs, entre autres. Donc, il serait effectivement contre-productif de chercher à limiter notre dépendance vis-à-vis de fournisseurs de gaz de moins en moins fiables, pour ensuite nous lier à un autre fournisseur exclusif pour effectuer notre transition énergétique. La boussole a été mise en musique par le Clean Industrial Act. C'est un document paru il y a une dizaine de jours et qui définit la roadmap de la Commission européenne. Nous imaginons donc que ce document permettra de commencer à entrer un petit peu dans les détails de la nouvelle stratégie européenne. Encore une fois, le coût de l'énergie, le financement de la transition énergétique sont au cœur de la roadmap, ce qui est finalement assez encourageant pour des professionnels de l'énergie tels que nous le sommes tous. Dans la partie de droite du slide, nous retrouvons les échéances auxquelles les résultats des travaux de la Commission devraient être publiés. Au-delà des dates, donc qui sont un peu réparties sur l'année 2025 et qui arrivent jusqu'au Q1 2026, il nous semble important de noter que la Commission s'engage à se prononcer sur des aspects qui nous semblent effectivement primordiaux. Pour n'en citer que quelques-uns, nous attendons dans les prochains mois des travaux sur la mise en place d'un fonds européen pour garantir l'accès aux PPA à des entreprises qui aujourd'hui en sont un peu exclues, des orientations sur la taxation de l'énergie, sur les contrats pour différence, sur la flexibilité, sur le développement des réseaux électriques, sur les interconnexions. Nous attendons également un Industrial Decarbonization Accelerator Act, un document qui devrait introduire un label volontaire pour l'intensité carbone des produits industriels, avec à la clé des incentives pour les producteurs les plus vertueux. Par ailleurs, un pilote sur l'acier devrait déjà démarrer en 2025. Nous arrivons donc à la conclusion de cet exposé et nous pouvons affirmer que les travaux pour définir une nouvelle stratégie européenne de l'énergie sont lancés, ça c'est très positif. Le travail à faire, en revanche, est conséquent. Ce que nous observons, c'est que en ces temps un peu chaotiques, surtout au niveau international, les priorités européennes et américaines en matière de stratégie énergétique ne sont finalement pas si différentes. Au contraire, les deux, donc Europe et États-Unis, cherchent à faire baisser les prix de l'énergie pour donner plus de compétitivité à leurs entreprises. Les deux cherchent à augmenter les capacités de production en vue d'une demande électrique qui s'annonce
croissante. Et les deux s'engagent à simplifier l'octroi des permis nécessaires pour construire et exploiter ces nouvelles capacités. Donc les problématiques semblent similaires. En revanche, ce qui diffère radicalement sont les solutions qui sont mises en avant pour parvenir à ces objectifs. Alors que la décarbonation est vue en Europe comme l'ingrédient fondamental de la nouvelle stratégie, aux États-Unis, elle est vue véritablement comme un obstacle, une entrave à la compétitivité des entreprises. Donc, on peut terminer sur une question ouverte, ce sera la dernière. On se pose la question, peut-être d'ici quelques années, on pourra même y donner une réponse. Qui aura raison entre l'Europe et les États-Unis? Voilà, nous arrivons au terme de cet exposé. Nous pourrons consacrer plus tard dans l'année d'autres sessions à des thèmes qui relèvent des orientations stratégiques, soit de la France, soit de l'Union européenne en termes d'énergie. Je vous propose maintenant de passer aux questions. Alors, une première question concerne l'hydrogène. On nous demande quel rôle pourra jouer l'hydrogène dans la stratégie européenne. En effet, vous n'en avez pas beaucoup parlé. C'est vrai, on n'en a pas parlé du tout même. Il y a deux raisons à cela, je dirais. La première est que la Commission européenne adopte un positionnement de neutralité technologique, donc ils évitent de prendre parti pour une technologie ou pour une autre. Ils définissent des objectifs. Ensuite, ils considèrent que chaque technologie capable de porter une pierre à l'édifice pourra évidemment contribuer à l'effort commun. Et la seconde raison, je pense même plus valable, c'est que dernièrement, on se pose quand même beaucoup plus d'interrogations quant au modèle économique de l'hydrogène, et en particulier de l'hydrogène que l'on définit vert, donc de l'hydrogène qui serait issu d'un processus d'électrolyse où la molécule d'eau est cassée en utilisant uniquement de l'électricité issue de sources renouvelables. Il est vrai que ce momentum, que l'hydrogène semblait vivre jusqu'il y a quelques années, semble un peu derrière nous. Et on se pose de plus en plus la question sur sa capacité à résoudre nos problèmes d'indépendance énergétique ou liés à la décarbonation. Alors, ça ne veut pas dire que l'hydrogène est voué à disparaître, et d'ailleurs, ce sera un vecteur important, on l'imagine, dans les années à venir, mais probablement on ne le retrouvera pas dans nos gazinières ou dans les réservoirs de nos voitures ou dans les fours des industriels à très court terme, comme cela pouvait paraître s'annoncer jusqu'il y a quelques temps. Une autre question concerne le marché du CO2. C'est vrai qu'on n'a pas beaucoup parlé. On va y répondre rapidement parce qu'il est déjà 16h29 et on n'a que 30 minutes. La question, donc, ne faudrait-il pas supprimer le marché du CO2? C'est vrai, on a dit le CO2 a été pointé comme un des facteurs qui pénalise l'industrie européenne. Cela dit, on peut peut-être tempérer cela. C'est vrai que si on parle de CO2, finalement, les deux grands émetteurs, c'est le secteur industriel, c'est le secteur de la génération d'électricité. Donc, pour l'industrie, l'Europe a déjà introduit et va introduire d'autres éléments d'atténuation, donc les quotas gratuits. À partir de 2026, le CBAM qu'on a évoqué tout à l'heure. Par ailleurs, dans le rapport Draghi, on se demande s'il ne faudrait pas prolonger le régime des quotas gratuits pour ne pas insérer d'autres éléments de complexité dans un moment qui est déjà assez compliqué. Et en ce qui concerne la production d'électricité, comme on l'a vu tout à l'heure, c'est vrai que la part des énergies fossiles dans le mix a beaucoup baissé. Et par conséquent, même le poids du CO2 dans le prix de l'électricité a également beaucoup baissé.
Donc, on se dit que le poids finalement de la CO2 est certes un problème, c'est probablement un problème transitoire qui est destiné à être derrière nous d'ici quelques années. Je prends une toute dernière question qui... Voilà, à votre avis, l'Europe peut-elle vraiment être compétitive face aux États-Unis et à la Chine en matière d'énergie? Alors voilà, on essaie de nous sortir un peu de la zone de confort. C'est difficile de faire ce genre de pari. Alors, il me semble que face aux États-Unis, cela va être très très compliqué. C'est un pays riche en énergie primaire. En plus, maintenant, ils ont abdiqué toute ambition en matière de lutte contre le réchauffement climatique. Il nous semble très très compliqué de parvenir à un prix de l'énergie qui soit comparable à celui des États-Unis en Europe. En Chine, en revanche, cela peut être plus jouable. C'est vrai que l'Europe et la Chine se ressemblent pour certaines choses. On est des pays importateurs d'énergie, on n'a pas de pétrole, on n'a pas de gaz. Et la Chine est en train également de fournir un effort important dans le domaine de la décarbonation. C'est vrai qu'après, ils se reposent encore énormément sur le charbon, chose que nous, en Europe, on ne fait plus. Mais si on peut trouver probablement un point de référence, pour l'Europe, ça pourrait être plus la Chine et les niveaux de prix qu'on peut avoir en Chine plutôt que ceux qu'on peut observer aux États-Unis. Merci beaucoup pour nous avoir suivis. N'hésitez pas à nous faire parvenir un feedback. Nous vous souhaitons un bon après-midi. À bientôt.